Alors bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Soraya Adrian, chargée de mission à la Fédération des acteurs de la solidarité Grand Est. Bienvenue sur cet atelier consacré à la participation des personnes en situation de migration, ou comment adapter les conditions de la participation des personnes migrantes en tenant compte de leurs besoins, des besoins spécifiques, donc pour faire vivre cette participation. Alors dans ce moment en particulier, là, cette semaine de la Fédération, ce printemps de la participation organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité, où on veut donc réaffirmer le droit et le principe de la participation pour les personnes accompagnées. Il nous semblait nécessaire de réinterroger la manière dont les personnes, dont on porte la parole des personnes accompagnées qui ont un parcours de migration, hein, et au-delà, réinterroger la manière aussi dont cette parole peut s'exprimer dans l'espace public. Alors, comment les personnes migrantes qui sont accueillies, accompagnées, hébergées ou pas d'ailleurs, vivent-elles leurs conditions d'accueil? Comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer dans le quotidien, dans la vie des établissements où elles sont accueillies? Comment peuvent-elles partager leurs opinions, leur analyse donc des dispositifs et des politiques publiques qui les concernent? Comment est-ce qu'elles peuvent faire valoir leur expérience d'usage, hein, donc de l'accès aux droits, en matière d'accès aux droits, aux soins, à l'emploi, au logement. Comment aussi est-ce qu'elles peuvent donc prendre part à la politique d'accueil et d'intégration? Alors, c'est toutes ces questions en fait là qui nous amènent nécessairement à devoir réfléchir aux conditions de cette participation. Quels sont les besoins, les obstacles à prendre en compte, et surtout, alors on pense effectivement au premier chef ou en premier lieu donc à la barrière de la langue, mais on verra certainement au cours de nos échanges que ça n'est pas le seul obstacle. Mais aussi donc du coup, comment on pense les moyens à mettre en place donc pour une participation vraiment effective et libre de toute contrainte en fait des personnes qui ont un parcours de migration. Alors en fait, pour aborder ce sujet, nous avons choisi de vous donner à voir en fait des espaces différents de la participation qui vous seront présentés par 4 intervenants qui vous en parleront à partir de leur propre expérience et à partir de la place aussi qu'ils occupent donc dans ces instances de participation. On verra qu'on pourra peut-être aussi faire des ponts entre ces différentes instances. Donc pour en parler avec nous, alors nos 4 intervenants sont Kossi Abeko Abassa, qui est hébergé au CADA, au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'ARS, de l'association Accueil et Réinsertion sociale, qui est située à Nancy en Lorraine, et qui nous parlera de son expérience de la participation donc, au sein de ce CADA. Nous avons aussi avec nous Adoum Djibrin. Adoum Djibrin, si tu pouvais déplacer peut-être l'écran de manière à ce qu'on puisse te voir. Oui. Adoum Djibrin, qui lui est travailleur social dans cette association, dans ce service, le CADA, et qui lui nous dira davantage un petit peu, nous parlera comment s'est mise en place la dynamique participative dans ce service et comment elle continue à vivre en fait. Ensuite, nous avons avec nous Adam Ashkar. Adam Ashkar, qui lui est étudiant et lauréat de l'Académie pour la participation des personnes réfugiées. Donc, Adam Ashkar nous présentera cette académie qui est finalement un dispositif que nous connaissons assez peu, enfin peu ou pas dans notre réseau. Donc, ça sera vraiment intéressant d'avoir une information sur ce que c'est ce modèle de la participation. Et aussi, il nous livrera, du coup, par la même occasion, l'expérience de cet engagement qu'il a au sein de l'Académie. Et enfin, pour finir, nous avons aussi avec nous Sophie Bilong, qui, elle, est consultante à l'IFRI, Institut français des relations internationales, et qui nous parlera effectivement également, qui complétera un petit peu donc, les propos d'Adam sur ce qu'est l'Académie pour la participation des personnes réfugiées, mais qui nous en décrira davantage plutôt les contours, l'organisation et
peut-être les enjeux, en sa qualité de coordinatrice. Hein, donc, Sophie Billong étant coordinatrice de cette académie. J'en profite aussi pour signaler que Sophie Billong a publié une étude en 2020 titrée qui s'intitule donc cette étude La participation des personnes exilées, des pistes pour repenser l'intégration, une étude extrêmement intéressante dont on espère que le temps nous permettra, que Sophie pourra nous dire quelques mots de cette étude et que le temps nous le permettra. Voilà. Avec moi, Maëlle Léna, au sein du réseau, je crois qu'on n'a plus trop à présenter, mais peut-être qu'elle se présentera elle-même, qui est chargée de mission donc, à la Fédération nationale en charge de l'enfance-famille et la thématique réfugiés-migrants, et qui est avec moi et qui se chargera principalement de relever les questions et les commentaires dans le chat, en fait. Questions, commentaires que vous pouvez faire bien sûr à tout moment, mais qu'on prendra en compte et qu'on portera donc à l'issue des interventions, alors des questions, des commentaires que vous pourrez faire bien sûr sur les dispositifs qui vont vous être présentés. Alors les 3 dispositifs dont finalement je n'ai pas parlé, il s'agit en fait d'un CVS, bon, qui est dénommé autrement au sein de l'association. Il s'agira aussi, donc seront évoqués le CRPA, donc en particulier le CRPA du Grand Est, et enfin donc dernier modèle de la participation, dernière instance, donc l'Académie pour la participation des personnes réfugiées. Donc voilà, donc l'ensemble des sujets sur lesquels nous allons discuter. Alors sans plus tarder, pour démarrer cette séquence, je vais donner la parole à Kossi Abeko. Alors, vous pouvez à nouveau, bien sûr, vous présenter avant de prendre la parole. Hein. Moi, je l'ai fait, mais vous pouvez à nouveau vous présenter par vous-même. Kossi Abeko, alors, vous pouvez vous présenter. Et ma première question serait de vous demander qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de participer donc, au sein du CADA, de participer aux réunions, aux groupes qui sont mis en place, groupes d'expression, vous nous direz un peu, donc au sein du CADA. Voilà. Je vous laisse la parole, Kossi Abeko. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Monsieur Agbassa Kossi Abeko. Je suis hébergeur de la CADA, demandeur d'asile, oui. Vous me demandez qu'est-ce qui m'a motivé à venir à participer à la réunion de l'expression, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, moi, quand ils m'ont invité, dans un premier temps, j'étais surpris d'être invité parce que j'étais demandeur d'asile. En vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Et dès que je suis arrivé, et ça m'a plu d'être considéré et échanger avec des gens, comment je vais dire, et connaître beaucoup de gens et faire des relations. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est votre première motivation, c'est donc de sortir un petit peu de votre isolement et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. D'autres personnes, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, Kossi Abeko, comment ça se passe, les réunions, comment sont organisées ces rencontres, ces réunions au sein du CADA, et voilà, comment ça se passe en fait, concrètement, au sein du CADA? Dans un premier temps, on nous envoie des mails pour l'invitation. Et quand on arrive, nous débattons des sujets tels que comment s'exprimer, comment prendre la parole. Et on s'est débattu à 3 sujets ce jour-là. On a parlé, le français, le cours de français, le sujet de Covid et le droit de travail. Mais on a considéré 2, on a pris 2, le Covid et le cours de français. Et c'est ça. D'accord. Donc, il y a des sujets qui sont, on vous invite donc par l'intermédiaire d'un mail, il y a des sujets qui sont proposés. C'est vous qui êtes allé, ce sont les résidents qui proposent des sujets, des thématiques à discuter en fait au sein de ces réunions?
Le CADA aussi et nous aussi, on propose ensemble, oui. D'accord. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe à ces réunions? Oui, on était un peu nombreux ce jour-là, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça Il y a serait encore d'autres bien? questions? Oui, j'ai encore une petite question. J'ai encore une question avant de passer à un autre intervenant. Comment est-ce que vous pensez, à votre avis, Kossi Abeko, comment est-ce qu'on pourrait encore davantage encourager les personnes? Toutes les personnes du CADA ne participent pas, j'imagine. Comment on pourrait faire pour encore améliorer la participation, c'est-à-dire faire qu'il y ait encore davantage de personnes qui participent, selon vous? Est-ce qu'il y a encore des obstacles? Comment est-ce que donc plus de personnes pourraient participer? Oui, il y a beaucoup d'obstacles. Oui, dans un premier temps, vous-même, vous savez qu'on ne parle pas la même langue. Ça devait y avoir des interprètes pour que les gens y participent. J'ai un ami aussi, ou bien un colocataire aussi qui parle anglais. Et il se défend bien, il a des idées à donner aussi, mais comme s'il n'y a pas d'interprète, il ne peut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme aujourd'hui, s'il y a un interprète aussi, il devait venir. Là, je vois que ça, c'est la barrière. D'accord. D'accord. Alors, on voit qu'effectivement, ça, c'est un sujet, effectivement, les freins dont on va certainement être amené à parler. C'est un principal, un des obstacles à la participation, hein, ce frein de la langue. Alors, certainement qu'au cours de nos échanges, on aura l'occasion de voir comment on peut lever ces difficultés. Alors là, j'ai envie de passer aussi à Adoum Djibrine. Adoum, est-ce que vous pouvez donc nous dire, vous, donc, qui êtes travailleur social au CADA de l'Ars, dans ce même CADA où est hébergé, où vit Kossi Abeko. Comment finalement cette dynamique de la participation a pris naissance et est née en fait au sein du CADA? Qu'est-ce qui fait en fait qu'au CADA de l'Ars, là en particulier, il y ait une sensibilité particulière sur la question de la participation? Et voilà, comment c'est venu et de quelle manière en fait les professionnels sont impliqués dans cette dynamique de la participation. Très bien, merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, Adoum Djibrine, je suis travailleur social donc, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc adossé donc, à l'association ARS, Accueil et Réinsertion Sociale, comme ça venait d'être dit par Madame Adrien. Donc, au niveau du CADA, donc le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est 183 places. 183 places et donc nous sommes donc un mode donc d'hébergement donc diffus. Donc c'est pas du collectif. Qui dit mode d'hébergement donc diffus, il y a aussi donc je dirais pas une difficulté, mais en tout cas un défi pour nous en termes de mobilisation donc du public. Diffus, donc je dirais donc sur toute la Meurthe-et-Moselle, donc sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est un périmètre qui est quand même assez large. La question de la participation, donc c'est un vrai sujet donc pour nous. Au niveau de la direction, donc il y a une vraie volonté. Donc depuis maintenant donc 3 ans, nous avons eu l'opportunité donc d'accueillir une personne qui a travaillé donc par le passé donc à la FAS, donc qui a été aussi coordinatrice donc en charge donc de la question de la participation. Donc son arrivée donc a été aussi, je dirais donc un plus pour nous dans la mesure où c'est une personne qui a été plus que sensibilisée donc à la question. Et au niveau donc de l'équipe, il y avait aussi une réelle volonté justement d'impliquer donc les publics en fait donc dans leur accompagnement, mais pas que dans leur accompagnement, mais aussi pour nous donc il y avait la question aussi donc de la citoyenneté qui est un vrai sujet. Citoyenneté donc au sens donc non pas juridique mais au sens social donc du terme. Donc voilà. Alors ça a été impulsé par la direction bien entendu, mais tout de suite donc les résidents donc se sont emparés donc de la question. La difficulté à laquelle donc on était confronté. Alors au départ c'était donc la volonté de mettre en place un CVS, mais compte tenu donc du fonctionnement donc du CADA, donc c'est-à-dire donc accueil et réorientation donc de manière continue, c'est notre quotidien.
Donc, on n'a pas pu justement donc, mettre en place un CVS, mais plutôt donc, une réunion d'expression. Réunion d'expression donc, trimestrielle, donc une réunion par trimestre. Donc, ce qui nous fait en fait pas pas le troisième trimestre, mais le premier, deuxième et le quatrième trimestre. Puisque le troisième trimestre donc étant un temps aussi en fait donc de vacances donc pour nous les travailleurs sociaux, mais aussi pour le public. Donc très rapidement donc il y a eu ces projets qui a été lancé. Les résidents donc ont été étroitement donc sollicités dès le départ. Première réunion, lors de la première réunion, donc, il a été demandé très clairement donc, aux personnes sous quelle forme donc, elles souhaitent justement donc, participer. Et tout ce qui a été donc, justement construit, ça a été construit donc, avec la proposition donc, des personnes, même si effectivement les travailleurs sociaux étaient là pour justement accompagner, puisque donc, il faut savoir que donc, nous avons des publics en fait, qui viennent donc, de partout, différentes cultures, mais pas seulement donc, au niveau culturel, mais aussi au niveau linguistique. N'eût été donc la volonté, je dirais, de la direction, n'eût été aussi les moyens qui avaient été déployés. Je pense que la question de la participation, en tout cas, n'aurait pas été quelque chose de facile, hein, puisque ça nécessite aussi donc, de la mise en place donc, des moyens à la fois humains, mais aussi des moyens matériels, puisque donc, nous avons donc, pas mal d'allophones donc, qui sont pris en charge par le service. Et il a fallu justement donc, de mobiliser donc, des interprètes pour pouvoir donc, voilà, organiser ces temps d'échange. Mais aussi, il faut savoir aussi que donc, nous accueillons aussi donc, des personnes qui viennent aussi des aires culturelles très différents. Pour certains, donc, la participation, c'est vraiment un sujet lointain, hein. Puisque donc, les personnes n'ont pas l'habitude, donc, dans leur pays d'origine, d'avoir, donc, comme on dit en fait, de manière triviale, donc, droit au chapitre. Et lorsqu'on leur dit effectivement qu'ils ont la possibilité de participer pour l'amélioration donc, au contenu des services que le CADA donc, met à leur disposition, ça a été vraiment ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les personnes se sont considérées comme étant donc non pas simplement donc de consommateurs d'un service, mais plutôt donc des acteurs par ailleurs, des sujets de droit. Voilà. Donc il a fallu justement donc beaucoup de temps donc d'explication, des pédagogies sur à la fois donc la nécessité donc de la mise en place donc d'un temps d'échange, d'un temps de participation, mais aussi donc la mobilisation donc du public. Ça a été vraiment un travail sur lequel nous avons vraiment travaillé de manière importante. Merci. Est-ce que, alors, j'ai bien compris en fait donc les moyens donc, qui ont été nécessaires. Enfin, déjà donc une volonté interne à la structure, donc vraiment à développer la question de la participation, mais aussi donc la volonté aussi de se doter de moyens nécessaires donc pour que cette participation puisse vivre. Est-ce que c'est une affaire est-ce que l'ensemble des professionnels de l'association du CADA se sont impliqués donc ou là, on est en mode plutôt référent participation, comme est-ce que vous êtes référent de la participation au sein du CADA ou est-ce que c'est l'affaire de tous, en fait, la participation de tous les travailleurs sociaux, de tout comment ça se passe en fait au niveau organisation et au niveau implication, j'ai envie de dire, de l'équipe, oui. Oui, comme dans toute organisation, effectivement, à un moment donné, donc, il faudrait quand même un référent par rapport donc, à une question. Et moi, cette question-là de la participation, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bien entendu, je ne dirais pas que le reste de l'équipe n'était pas autant impliqué, mais vous savez très bien que nous travaillons aussi donc, je dirais, par sectorisation, puisque certains collègues donc, ont aussi je dirais donc l'accompagnement social global et je suis quelque peu aussi donc déchargé justement pour me permettre justement de m'impliquer totalement donc sur cette question-là, mais pas que, puisque donc sur mon poste donc j'ai aussi donc d'autres missions, mais oui, ça a été vraiment une démarche, je dirais, volontaire.
de ma part. Mais les collègues sont autant mobilisés aussi sur cette question-là. D'accord. Merci. Je propose qu'on continue un petit peu notre tour d'écran, quitte à revenir après vers vous. Alors, Adam, c'est à vous maintenant que je m'adresse, Adam. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous présenter aussi. Et puis donc, du coup aussi, donc, ce qu'on attend là, c'est peut-être que vous nous disiez un peu ce que c'est que cette académie pour la participation des personnes réfugiées. Et puis que vous nous disiez un petit peu, voilà, quelle est votre expérience, votre implication au sein de cette académie. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je suis Adam, je suis réfugié syrien en France depuis 2 ans et je suis l'un des 12 lauréats de l'Académie de la participation des personnes réfugiées. Je suis étudiant en sciences politiques et je suis engagé auprès d'une petite association de mon école qui s'appelle Interagir, qui travaille avec l'association de La Rochelle pour créer des liens sociaux entre les personnes à la rue et les commerçants. Et là, maintenant, je voudrais vous présenter principalement l'Académie de la participation des personnes réfugiées. Alors, l'Académie de la participation des personnes réfugiées, c'est un programme qui a été mis en œuvre par le DIR, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées, et en partenariat avec le IFRI, l'Institut français des relations internationales, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les personnes réfugiées. Alors, le but de ce programme est de favoriser la participation des personnes réfugiées dans des instances décisionnelles qui influencent la vie des personnes réfugiées, et cela par la création d'un groupe de 12 personnes qui sont ou qui ont été réfugiées, donc des personnes qui ont vécu un parcours migratoire, afin de les préparer, d'intégrer des instances décisionnelles comme les conseils d'administration ou encore les comités de sélection. Et tout ça, c'est par l'organisation des ateliers et des rencontres avec des personnes qui sont responsables dans des structures publiques ou encore privées. Et dans le but de ce programme, les organisateurs de l'Académie, ils ont mis en place un appel à la candidature qui a été publié sur les sites officiels, les sites et les pages officielles de ces instances. Et moi, personnellement, j'ai vu l'annonce sur Facebook et j'ai fait ma candidature. Ça m'intéressait beaucoup car je voulais toujours participer et m'exprimer étant des personnes réfugiées, et je voyais ce programme comme l'opportunité de faire entendre nos voix comme réfugiés. Et à la fin de ce programme de candidature, l'Académie a reçu 235 candidatures, et après avoir organisé des entretiens individuels avec chacun, l'Académie a choisi 12 personnes. Donc, ces personnes qui ont été sélectionnées, ils sont considérées comme des lauréats de cette académie. Et en prenant en compte des critères de diversité, que ce soit par rapport à l'âge ou encore le sexe ou encore la nationalité, ce qui signifie que nous, moi et mes collègues étant lauréats de l'académie, nous n'avons pas vraiment la même catégorie d'âge. Nous sommes âgés de 20 ans à 55 ans et que nous sommes 6 femmes et 6 hommes de différentes nationalités, en total de 9 nationalités. Et nous n'avons pas les mêmes parcours et ni les mêmes profils. Toutefois, nous sommes tous et toutes des personnes qui ont vécu un parcours migratoire, et nous sommes des personnes qui sont plutôt engagées sur les terrains et des bénévoles. On partage tous ensemble l'idée de tendre les mains aux personnes qui sont dans le besoin, et on a la volonté d'améliorer l'intégration des personnes réfugiées et d'influencer les programmes et les politiques qui concernent les personnes réfugiées. Et ce programme, après la sélection des lauréats, le programme a été démarré le 12 février, après voir faire des rencontres avec des lauréats et les organisateurs. Nous avons échangé entre nous et puis avec les organisateurs, et jusqu'à présent, nous avons rencontré des responsables et des experts des organisateurs, des organisations, enfin, des personnes experts et des personnes responsables des organisations sur plusieurs thèmes, comme le fonctionnement et sur l'organisation des structures de solidarité,
comme associations, fondations ou encore des fédérations, et sur le rôle et les fonctions des conseils d'administration et le comité de sélection. Et dans les semaines qui viennent encore, nous aurons l'opportunité aussi de participer dans des ateliers de prise de parole en public, ou encore la communication, et aussi nous verrons des personnes qui vont venir de la part de l'État, donc des acteurs publics. Et voilà, c'était ma présentation pour l'Académie de la participation des personnes réfugiées. Et pour moi, aujourd'hui, être un lauréat de cette académie, ça m'a fait tellement plaisir. Euh, je, je suis ravi de pouvoir être un des lauréats, et j'apprécie beaucoup le fait qu'un programme comme celui-là a été organisé. Et ce programme m'a apporté beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Et voilà, donc en bref, je dirais que c'est un grand plaisir, une fierté d'être un des lauréats de cette académie. D'accord. Merci beaucoup, Adam. Bah, écoutez, votre présentation était très, très complète. On va passer à peut-être Sophie Bignon, peut-être vous allez pouvoir nous dire, alors peut-être davantage nous dire peut-être d'où vient ce projet, en fait, quelle est l'origine de ce projet, si certainement vous en avez connaissance. Voilà, et puis peut-être alors l'organisation, Adam en a un peu parlé, mais nous dire un petit peu effectivement quels en sont les objectifs aussi, l'organisation et les objectifs de cette académie. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à toutes et tous. Vous avez remarqué que Adam est un très bon ambassadeur de ce projet. Et je dois avouer que les 12 lauréats sont tous aussi impliqués que lui. Donc, c'est vraiment un projet qui donne beaucoup d'espoir d'avoir été dans la conception et d'avoir imaginé des choses, et puis que dans la réalisation, en fait, il se passe bien plus que ce qu'on a imaginé. Donc, je suis toujours enchantée de parler de ce projet qui a été donc pensé et construit avec donc 3 instances dont Adam a parlé. Peut-être dire que la DIR, donc qui est une délégation qui interministérielle, mais qui est quand même très liée au ministère de l'Intérieur, avait une vraie volonté de porter ce sujet de la participation des personnes exilées ou en tout cas réfugiées, puisque c'est leur délégation spécifique. Le HCR a aussi tout un programme sur l'engagement des personnes réfugiées en tant que bénévoles dans la société qui les accueille. Donc voilà, c'était des thèmes qui intéressaient ces 2 institutions. Et donc au sein de l'IFRI, donc pour un projet qui s'appelle l'Observatoire de l'immigration et de l'asile, j'ai eu la chance donc d'interroger une série d'associations, mais aussi des représentants de pouvoir public ou de fondations d'entreprises sur cette question plus globale de la participation des personnes exilées, quel que soit leur statut. Et c'est à l'issue de la publication de cette étude, que vous mentionnez, Soraya, qu'on a retravaillé une série de recommandations parce que donc l'étude, en tout cas la méthodologie à l'Observatoire, c'est d'interroger des acteurs de terrain, de pouvoir récolter au fond des pratiques et ensuite, dans cette étude, j'ai pu mettre en avant un certain nombre d'outils qui sont déjà utilisés par les associations que j'ai pu rencontrer, des outils qui sont aussi développés dans le cadre de l'éducation populaire et essayer de voir si les associations actives dans l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile ou des réfugiés ou des migrants, quel que soit leur statut, est-ce que ces associations se saisissaient de ces outils qui sont largement développés dans d'autres cadres et donc, ça a été l'occasion à la fois de mettre en valeur ces outils, mais aussi de faire des recommandations plus politiques. Et on peut dire que l'académie est le résultat d'une combinaison de 2 de ces recommandations. La première étant un constat qu'il n'y a pas d'instance nationale où on tient compte et où en tout cas on recueille ou en tout cas on travaille avec la pensée des personnes réfugiées, donc des personnes qui ont l'expérience de l'exil. Et deuxième constat, en tout cas recommandation, de promouvoir la participation
dans les lieux de décision des associations, mais aussi des fédérations et également des instances publiques où, Adam parlait des instances privées, au fond, certaines fondations d'entreprises, depuis 2015 à peu près, se sont mises à soutenir des projets dans notre secteur de l'asile et de l'immigration, sans être spécialement très au courant, au fond, des parcours migratoires, sans être des spécialistes, mais puisqu'elles se sont mises à soutenir des projets, ont à choisir entre différents projets qui leur sont proposés. Et dans ces comités de sélection de projets, ils font appel à des experts, des personnes extérieures, des personnes qualifiées, mais encore très rarement des personnes concernées. Et donc, voilà, l'idée de faciliter la participation dans ces instances existantes, qui sont des instances de pouvoir, où on prend des décisions politiques, mais aussi des décisions financières qui ont un vrai impact sur la vie des personnes exilées qui arrivent en France. Comment favoriser la participation des personnes réfugiées dans ces lieux-là? Et donc, la combinaison de pas d'instance nationale et il y a des lieux existants qui permettent d'influencer la politique, ou en tout cas les programmes qui concernent les personnes réfugiées. La combinaison de ces deux recommandations a donné lieu à la mise en œuvre, en tout cas l'expérimentation de ce programme qu'est l'Académie de la participation des personnes réfugiées. Donc, c'est porté par la DIER en collaboration avec le HCR et l'IFRI. C'est une première étape, c'est-à-dire que ça ne concerne pour l'instant que des personnes réfugiées, mais évidemment qu'idéalement, ça serait intéressant d'étudier si ce programme pourrait s'adapter de façon plus large à toutes les personnes qui ont l'expérience de l'exil en France. La constitution du groupe, donc Adam en a très bien parlé, il y avait une vraie volonté de diversité, mais aussi de ne pas considérer que ces 12 personnes sont des représentants, car elles ne sont pas élues. Et qu'est-ce que c'est que... quelle homogénéité parmi les personnes réfugiées qui arrivent en France, qui ont toutes des histoires très différentes. Donc, on travaille aussi sur qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole, et dans les instances où donc les lauréats pourront sans doute, en tout cas très prochainement, participer. Ils parlent à la fois pour eux, à la première personne, parce qu'ils ont une expérience de vie, et à quel moment ils ont une parole collective. Et donc, le critère le plus important pour nous, ça a été de travailler avec des personnes qui sont engagées auprès d'autres personnes exilées, qui ont une posture de pair dans un groupe. Alors, Adam a peut-être pas donné trop de détails sur les liens qu'il peut avoir avec des personnes dont il parle la langue ou de sa communauté. Enfin, mais en tout cas, chacun des 12 ont tous des liens privilégiés, réguliers, fréquents, avec d'autres personnes exilées. C'est de ça aussi qu'on travaille, comment quand on sera dans une discussion, dans un conseil d'administration, on peut apporter une expérience, des éléments objectifs sur la vie quotidienne et les difficultés ou les freins que rencontrent des personnes exilées quand elles arrivent en France et qu'elles ne maîtrisent pas la langue, les codes, le langage administratif. Voilà, le troisième critère peut-être, c'était le niveau de langue, qui est un critère sur lequel on a beaucoup réfléchi. Moi, personnellement, je trouve que les lieux de participation mériterait de permettre à tous de participer, donc avec toujours cette idée de rendre le plus accessible possible, donc d'avoir les moyens de faire appel à des interprètes pour que même quand on n'est pas encore à l'aise en français, on puisse donner son avis. Pour ce projet-là, c'est un projet qui est assez court. En tout cas, ce temps de co-formation dont je vais parler ensuite, il est ramassé sur quelques mois, et en plus, avec la crise sanitaire, tout ça s'est fait à distance. L'idée, c'était que dans 6 mois, dans un conseil d'administration, il n'y aura sans doute pas d'interprète. Et donc, on a fait le choix de ne travailler qu'avec des personnes qui maîtrisaient bien le français et qui étaient aussi à l'aise à l'écrit, parce que dans certaines instances, il y a beaucoup, beaucoup de documents à lire en amont de la sélection de projet. Donc ça, voilà, c'était un critère sur lequel on a travaillé, mais on a fait ce choix en tout cas pour cette première année. Donc, juste rapidement, les objectifs du projet, c'est à la fois de développer le pouvoir d'agir de ces 12 personnes, de construire vraiment un projet ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui est pensé et qui est proposé, mais c'est vraiment quelque chose qui part aussi des personnalités et de l'expérience de ces personnes. Faciliter leur intégration dans ces lieux de décision, à nouveau parce que finalement, les 3 instances qui co-animent ce projet ont un assez grand réseau dans ce secteur, et donc on facilitera des liens, et vraiment là, il y a un vrai intérêt à s'être mis à plusieurs pour penser ce programme. Et ensuite, un autre
objectif, c'est de soutenir les instances, donc que ce soit des associations, des institutions publiques ou des fondations d'entreprises, ces instances qui veulent augmenter la participation des personnes concernées, mais ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Donc, on va avoir un groupe de réflexion, on va être dans le suivi, l'accompagnement, si des connexions se font, des participations concrètes ont lieu, pouvoir évaluer en fait ensemble, est-ce que cette participation est effective, quels moyens on se donne pour vraiment permettre aux personnes de donner leur avis et de participer de façon efficace dans ces groupes, et peut-être même la mise en place d'un label qui reconnaîtrait la volonté de faciliter l'accès aux personnes réfugiées dans ces lieux de décision. Et peut-être après, je ne sais pas, je n'ai pas mis mon chrono, c'est sûrement beaucoup plus que 5 minutes. Peut-être je vous parlerai comment on anime ce groupe et vous me direz. Oui. Alors, on va faire, c'est bon, j'ai vraiment très, très intéressant donc vous entendre sur ce programme hein, donc, qui a des ambitions à plus d'un niveau. Hein. On voit que c'est très extrêmement porteur et on espère effectivement porteur de solutions et de réponses en termes de participation et de place de la parole des personnes en situation de migration dans tous les espaces, dans les espaces de débat public. On va refaire un petit tour d'écran parce que en fait, ce qui serait bien peut-être à Doom aussi, c'est qu'on aborde et que peut-être vous puissiez nous présenter la troisième instance donc, dont on voulait parler sur cet atelier, c'est le CRPA et comment justement, donc là on sort de l'académie et on repart donc à un échelon plus régional, et peut-être nous parler du lien qui a pu être fait entre le groupe, la réunion d'expression, enfin la participation aussi du CADA, et comment il y a eu, enfin le lien s'est fait avec le CRPA en fait. Oui. Et qu'est-ce que le CRPA en quelques mots? Beaucoup, je pense, des participants qui assistent à cette rencontre doivent connaître le CRPA, mais peut-être rappeler ce qu'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Et comment s'est fait le lien entre le CADA et puis et le CRPA, Adoum? Ah, je ne sais pas si Adoum, vous m'avez entendu ou si oui, vous avez c'est entendu. bon. Ah, C'est bon. d'accord. Oui, j'avais oublié de mentionner que le CADA, en fait, la loi de 2002 donc, s'impose aussi donc, au CADA. Hein, donc, voilà, simplement, c'est un rappel juridique qui est quand même important. La participation, ce n'est pas simplement donc, une possibilité, hein, c'est aussi une obligation hein, qui s'impose à nous. Le CRPA, le lien, donc l'articulation avec le CRPA. Le CRPA, le Conseil donc, régional de personnes accueillies et accompagnées, est une instance donc, nationale, donc, là au niveau donc, de la région Grand Est. Donc, nous participons. Hein, donc, personnellement, je participe et également quelques personnes donc, du CADA qui y participent. De manière, je dirais, régulière, mais compte tenu du fait qu'il y a des sorties et d'arrivées des personnes, voilà, donc leur participation est quand même renouvelée. Donc, c'est une instance donc, de participation qui a le souci donc, justement donc, de faire évoluer donc, la politique publique. Donc, il y a des plénières qui sont organisées. La crise sanitaire ne nous a pas permis justement donc, de nous réunir, mais régulièrement, donc, il y a des plénières qui sont organisées sur des sujets proposés et votés donc, par les participants eux-mêmes. Nous avons pas l'année dernière, non, il y a 2 ans d'ailleurs, nous avons pu donc nous réunir donc en Alsace, où c'était effectivement une plénière mutualisée donc avec la Lorraine et l'Alsace sur la question donc des jeunes donc de moins de 25 ans. Quel revenu, quelle survie, puisque donc c'est cette catégorie donc de public ne pouvant pas donc avoir donc des ressources de type en fait RSA ou autre, comment ces jeunes-là donc peuvent en fait vivre et surtout survivre lorsque effectivement donc ils sont pas sous la responsabilité ou sous la protection de leurs parents. Voilà.
Donc, il y a eu effectivement donc, des débats hein, qui nous ont permis donc, la matinée d'échanger donc, autour de ce sujet-là. Il y a eu des personnes ressources qui nous ont éclairé effectivement sur les dispositifs existants. Et l'après-midi, donc, les participants donc, ont pu effectivement donc, émettre un certain nombre donc, de propositions. Les CRPA s'efforcent donc, de transmettre donc, au ministère concerné donc, toutes les propositions, les préconisations qui sont émises donc, par les participants. Donc, c'est aussi en fait un lieu non seulement donc, de participation, mais c'est un haut lieu aussi donc, en termes donc, de création de liens sociaux, mais également d'apprentissage en fait donc, de la citoyenneté. Voilà ce que je peux dire en fait succinctement donc, du rôle et des objectifs en fait donc, du CRPA. Merci Adoum. J'ai envie de repasser aussi la parole à Kossi Abeko, parce que j'aurais une dernière question que je voudrais vous poser à tous, pour ceux qui n'y auraient pas répondu, qui me semble aussi très importante, c'est de connaître un petit peu, c'est de savoir un petit peu, donc Kossi Abeko, pour vous, qu'est-ce que ça change de participer à ces réunions d'expression? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça transforme, ça vous change dans votre vie quotidienne? Ça vous fait évoluer? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, tout simplement, c'est me dire un petit peu en quoi ça change quelque chose, votre vie, de participer à des réunions. Moi, je me suis senti, comment je vais dire, accepté, considéré. C'est ça en général. Ça me fait soulager. Et ça m'a fait oublier que je suis exilé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me sens si mieux par rapport à la Grèce. Que je voulais. Oui. Alors, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est vrai que là, finalement, quand vous participez, quand vous avez la possibilité de vous exprimer en groupe sur des sujets divers et variés qui vous concernent dans la vie du CADA, eh bien, vous n'êtes plus considéré uniquement comme une personne migrante, mais vous êtes reconnu aussi pour vous-même et pour ce que vous avez à apporter, pour votre expérience, pour vos compétences et ce que vous pouvez apporter vous-même aussi à des problématiques, des problèmes qui se posent ou des questions qui se posent. Donc, on voit vraiment tout l'intérêt que ça peut avoir. C'est la même question que j'ai envie de poser. Alors, Adam y a un petit peu répondu, mais peut-être que, Adam, vous voulez un petit peu compléter un petit peu en quoi cette expérience-là, qui n'est pas finie, hein, qui ne fait que démarrer, qui en plus, se déroule un petit peu dans des conditions particulières. Et j'ai bien compris en plus qu'il y avait aussi, que ce programme, il était découpé un petit peu en une étape en amont d'un peu d'apprentissage aussi, donc d'un apport de connaissances de ce que c'est qu'une institution, de ce que c'est. Donc là, vous êtes peut-être en phase encore d'apprentissage, mais justement, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça apporte réellement dans votre propre parcours et au-delà de ça, en quoi pour vous c'est important, à la limite, que toutes les personnes puissent bénéficier avoir ces espaces-là pour s'exprimer. Mais déjà, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Oui. Alors, pour moi, déjà, ça m'a permis d'approfondir mes pensées et de développer mes réflexions, car même mes compétences, alors, c'est pourquoi pendant les réunions, c'est nous, les personnes qui sont lauréats de l'académie, qui animent les réunions. Et c'est nous qui préparons les réunions avec les invités, et c'est nous qui préparons les questions. Et ça nous permet de poser toutes les questions qu'on a et enfin de savoir comment ça fonctionne exactement et comment une session, même les thèmes qu'on a discutés, ils sont très intéressants, genre comment on peut construire une association et comment sont organisées les associations et les fédérations. Moi, par exemple, en personne, je ne savais pas quelle était la différence entre une association et une fédération ou une fondation. Et voilà, je dirais ça. D'accord, merci.
Alors, je ne sais pas, donc, est-ce qu'on peut déjà peut-être faire Maëlle, je te pose la question, faire un premier peut-être, là on a fait un petit tour d'intervention assez long, donc relever des questions, des commentaires. Oui, bien sûr. Alors du coup, je vais peut-être à Doum et Kossi vous adresser deux questions. Il y a une question sur le CRPA en lui-même où on nous demande effectivement si le CRPA s'adresse uniquement aux personnes en situation de migration. Et on a une question aussi justement d'une personne qui est déléguée du CRPA Bretagne et qui nous demande, alors là, un peu plus globalement que le sujet de la participation en lui-même, et peut-être qu'aussi pourra nous donner quelques éléments, si vous le voulez bien, sur comment se passe l'accueil des personnes demandeuses d'asile lorsqu'elles arrivent dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Peut-être, Adoum, si vous pouvez reprendre la question sur le CRPA rapidement, et ensuite Kossi, si vous voulez bien enchaîner sur les conditions d'accueil. Donc comment se fait l'articulation, c'est ça, donc entre le CADA et le CRPA, c'est ça, Maëlle? Alors non, en fait la question c'est est-ce que le CRPA est réservé aux personnes en situation de migration? Mais peut-être que justement vous pouvez faire le lien avec voilà, comment ça s'articule pour vous au niveau du CADA. Très bien. Donc le CRPA est une instance en fait donc qui est dédié donc aux personnes qui vivent en fait donc dans la précarité ou qui à un moment donné de leur parcours en fait donc ont connu en fait donc la précarité. Pour nous en fait ça a démarré notre participation donc au CRPA, ça a démarré il y a, je crois il y a 2 ans si je ne m'abuse. Donc voilà. C'est une instance qui est ouverte en fait donc à tous. Hein. Bien entendu, donc la seule condition donc de notre participation nous en tant que professionnels, il y a le principe en fait donc la logique donc d'un tiers. Donc c'est un espace dédié d'abord donc aux personnes accueillies et accompagnées et pour justement donc favoriser donc leur participation, il était nécessaire justement donc d'accompagner ces personnes-là. Donc voilà, donc depuis maintenant donc 2 ans, nous on fait donc régulièrement donc des informations à toutes les réunions donc d'expression. On essaye aussi donc de faire le lien entre donc notre temps, donc notre réunion donc d'expression où effectivement sont débattues, je dirais donc des questions relatives en fait donc à la prise en charge et à l'accompagnement et l'amélioration justement donc continue donc des conditions donc d'accueil et d'accompagnement. Mais à un moment donné, donc, il y a des questions donc, transversales hein, qui se posent. Et là, effectivement, donc, ces questions-là, par exemple, régulièrement, les personnes nous posent des questions sur, par exemple, le droit au travail hein, ou l'accès au droit, des choses comme ça, qui nous semblent justement, donc, des sujets qui nous semblent justement appropriés, hein, qu'ils soient débattus en CRPA. Et donc, du coup, il y a un lien qui se fait, en fait, donc, entre nos temps, donc nos réunions donc, dédiées à l'expression et l'instance CRPA. Nous avons eu aussi donc, à participer donc, à différents COPIL hein, donc, du CRPA, comme je le disais tout à l'heure. Ça aussi, ça permet justement donc, aux personnes non seulement donc, de connaître cette instance-là, mais aussi de pouvoir être aussi donc, relais hein, donc, vis-à-vis en fait, donc, des personnes, donc, des résidents donc, du CADA. C'est dans cette démarche-là que nous avons pu effectivement mobiliser de manière importante, donc en décembre, je crois, de l'année 2019, si je ne m'abuse, la plénière donc à Strasbourg, qui a quand même permis donc une participation massive en fait donc des résidents du CADA. Voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, on comprend qu'en effet, le CRPA n'est pas réservé aux personnes en situation de migration, voire parfois, il y a des difficultés justement à favoriser cette participation, mais qu'en tout cas, le CADA de l'ARS s'est inscrit pleinement dans ce dispositif, qui est donc un dispositif qu'on pourrait dire de droit commun, qui concerne l'ensemble des personnes accueillies qui ont pu traverser une situation de précarité,
ce qui peut inclure les personnes en situation de migration si les conditions y sont favorables. Du coup, Kosti, je me retourne vers vous effectivement par rapport à cette question sur peut-être les conditions d'accueil, si vous pouvez revenir rapidement, enfin peut-être pas rapidement d'ailleurs, mais revenir sur comment vous avez vécu vous personnellement, comment s'est passé en fait votre arrivée dans le CADA. Quand j'étais arrivé, j'étais bien accueilli, hébergé, puis accompagné dans les démarches administratives. Des fois aussi, on fait des randonnées, on fait vélo, on fait des sorties. Et on organise des réunions, comme vous venez de le dire, des réunions d'expression et autres. Je dirais que c'est ça. Et moi, je suis ravi de ça. Oui. D'accord, donc le CADA, c'est un lieu où vous êtes effectivement hébergé déjà et accompagné à la fois par rapport à vos démarches sur la demande d'asile, mais aussi sur d'autres aspects. Il y a l'organisation aussi d'activités justement en commun avec les autres personnes qui sont résidentes. Et comme vous le disiez, du coup, comme vous nous l'expliquiez, aussi, on vous donne la possibilité de vous exprimer par rapport à ces conditions justement d'accueil et aux activités qui sont organisées. Très bien. Merci beaucoup pour ces retours. Du coup, peut-être, je vais rester avec vous, Adoum, sur le sujet on a quelques questions autour de la mobilisation des personnes au sein du CADA pour participer et sur le fait justement, et vous en parliez rapidement au début de votre intervention, le fait que les personnes finalement restent, alors pour des durées variables, hein, on sait qu'il y a des personnes qui restent assez longtemps hébergées, mais c'est vrai que et la tendance est plutôt à l'accélération des délais de traitement des demandes d'asile et donc c'est vrai que la durée d'accueil au sein du CADA, elle est par définition limitée au temps de la demande d'asile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la manière dont vous gérez cette contrainte un peu finalement des personnes qui passent parfois pour très peu de temps? Alors, donc, au niveau donc, du CADA, en fait, je suis un peu le référent donc, pour tout ce qui est travail en fait, aussi, donc, avec les réseaux. Hein, donc, il y a beaucoup de travail donc, en réseau qui se fait avec le tissu associatif donc, local. Donc, je suis identifié comme tel. Et la question donc, de la mobilisation, donc, je gère aussi donc, en fait, un peu à mon niveau. Donc, de l'arrivée en fait, donc, du public, donc je dédie en fait donc, un temps pour à la fois aussi que les personnes m'identifient, mais surtout aussi beaucoup de temps qui sont pris pour à la fois donc, créer le lien. Hein, donc, c'est aussi le propre en fait, donc, du travail social. Créer le lien, mais aussi créer donc un peu la confiance. Pour pas qu'effectivement nos rôles soient un tout petit peu confus hein, dans l'esprit en fait donc des personnes qu'on ne soit pas associées justement à l'administration et que nous sommes donc un service social à la disposition donc des personnes pour leur permettre justement pendant leur séjour sur le centre de pouvoir en fait donc réaliser leurs projets donc individuels. Donc voilà, si tant est qu'il y en ait un. Et donc de leur arrivée en fait donc je leur reçois, je leur consacre en fait donc du temps et régulièrement donc les personnes me sollicitent soit pour des activités diverses donc des loisirs culturels, du bénévolat. L'objectif étant toujours justement donc de permettre donc aux personnes donc d'être en lien avec la société d'accueil, de rompre en fait l'isolement. Hein, puisque donc lorsqu'on arrive donc dans une société d'accueil comme la nôtre et qu'on ne maîtrise pas, je dirais donc les codes culturels, mais aussi la langue, c'est pas facile. Aller vers l'autre donc n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas simple pour tout le monde. Et donc voilà, donc les personnes se sentent justement qu'il y a des référents qui sont là sur des questions comme celle-là. Et donc, tout ce qui concerne donc, la mobilisation, justement, lorsqu'il y a des activités ou en dehors même, en fait, donc, des activités, la mobilisation par rapport à la participation, nous établissons donc je dirais donc un programme, un planning, mais l'outil en lui-même, en fait, n'est pas suffisant. L'outil peut être, en fait, donc, peut faciliter la communication, mais c'est pas un tout.
Donc, il y a besoin en fait nécessairement un contact permanent donc, avec les personnes. Un rappel, quelquefois aussi, puisque donc la question de la mobilisation, quelquefois les personnes ont le rendez-vous, en fait, ont des invitations, mais il y a aussi, donc, je dirais, les soucis constants, les préoccupations constantes par rapport donc à la procédure de demande d'asile. Les gens se sentent un peu comme s'il y avait en fait donc une sorte d'épée Damoclès au-dessus de leur tête. Et donc voilà, on essaye un peu de les sortir en fait un peu donc par rapport à ces méandres donc de procédures, etc. Et les prendre en fait donc comme des sujets à part entière, donc des sujets de droit. Et je pense que simplement donner, bon, on voit bien donc par ailleurs aussi donc nos partenaires sont confrontés aussi donc à la même difficulté. La question de la mobilisation est une difficulté, en fait, est une question qui est quand même transversale et qui concerne toutes les structures. Mais à notre niveau, malgré le fait qu'on soit donc je dirais un hébergement donc au-dessus, et compte tenu du fait que donc on est un lien quand même étroit donc avec le public, on arrive en fait donc à les mobiliser, sauf si effectivement les personnes sont préoccupées par leur situation donc de procédure de demande d'asile, la situation, l'inquiétude par rapport donc aussi au pays de provenance, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a quand même un noyau qui est là, qui se mobilise et qui aussi fait donc ce travail donc de relais auprès donc voilà auprès d'autres résidents. Voilà, il y a une notion aussi en fait un peu de pérédance, je dirais, entre les anciens, relativement anciens, et les nouveaux qui s'est fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Je pense qu'effectivement, on peut retenir le fait qu'il y a une forte mobilisation de la part de la structure. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, il y a une implication de la part de votre direction. Vous vous êtes dédié aussi votre poste en tant que travailleur social, notamment avec d'autres sujets, mais notamment sur cette question de la participation. Et il y a un travail constant aussi d'aller vers les personnes qui sont accueillies pour les encourager aussi à mettre en œuvre, à se saisir de cette proposition que la volonté de la structure a réussi a permis de mettre en place. Merci pour ces précisions. Peut-être, il y avait aussi une question, et je voudrais vous interroger, vous, Adam, là-dessus, autour justement de cette notion de finalement, au-delà de la question de la langue. Alors, on a vu que vous parlez parfaitement français, mais au-delà de cette question de la langue, il y a aussi une question d'habitude et peut-être aussi de code culturel, de code aussi selon les instances dans lesquelles on se trouve. Est-ce que voilà, vous pouvez nous dire un peu votre sentiment par rapport à ces sujets qui peuvent être considérés aussi comme des difficultés, des freins par rapport à la participation? Est-ce que ça vous évoque peut-être des commentaires, une expérience que vous pourriez partager avec nous? Oui, évidemment. Alors, par rapport à la participation des personnes réfugiées dans des instances comme les comités de sélection ou encore les conseils d'administration, ce sera pas si simple, car comme vous l'avez dit, au-delà de la langue française, il y a les codes, il y a les codes de travail qu'on va faire dans ces instances. Et donc, je pense même pour les personnes françaises, c'est pas si évident. Et on doit savoir comment traiter le sujet et comment traiter les dossiers, comment on va évaluer les dossiers ou comment on va évaluer les projets. Ça dépend de où on serait plus tard. Mais c'est pour ça que nous, dans l'académie, on discute ces sujets avec nos invités. On discute sur leur expérience personnelle ou encore sur comment ça fonctionne, comment ça se passe l'évaluation d'un projet ou l'évaluation d'un dossier. Et voilà, donc je dirais il y a pas mal de difficultés, mais quand même, quand on serait là, une fois on sera là, avec les informations et les connaissances que nous avons maintenant, avec un peu de temps, nous pourrons nous adapter, je pense.
Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, Sophie, je voulais revenir vers vous aussi par rapport, alors on a des questions un peu autour de la question justement de la nature finalement de la participation. On a une question que je vais lire qui nous dit à l'écoute de ces interventions, il me semble que la participation peut être assimilée à une expression entre guillemets filtrée qui n'a pas ou peu d'impact sur les politiques publiques. C'est souvent le reproche fait à la participation. La participation peut-elle se penser aussi en dehors de nos structures de manière directe, association de personnes réfugiées ou de personnes exilées par exemple, et est-ce que vous auriez des exemples de ce type? Et du coup, je vous pose la question, on a eu aussi en fait un peu deux questions qui abordaient ce sujet. Il y a aussi une autre question sur est-ce que ces différents lieux de participation visent ensuite à faire en sorte que les premiers et les premières concernés prennent le pouvoir, entre guillemets, et portent un plaidoyer auprès d'institutions. Et peut-être que là-dessus, alors sur la base de votre étude, mais aussi de votre expérience en tant que coordinatrice de cette académie, vous auriez des éléments de réflexion à apporter sur ces points. Oui, bah merci en tout cas pour les personnes qui ont posé ces questions. Qui mériterait qu'on y passe pas mal de temps, mais j'aime beaucoup cette expression de prendre le pouvoir. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de mettre de guillemets, c'est vraiment de ça qu'on parle, et on est à l'aise avec ça, en tout cas dans ce projet, c'est-à-dire c'est pas une participation tapisserie, on va pas juste consulter des gens et leur demander de temps en temps leur avis. L'intention de ce projet, et j'imagine que les uns ou les autres, ou quand vous êtes engagés sur ces sujets, on a toujours la participation, c'est un processus. Et même si on n'en est qu'à la consultation, on espère qu'on va un peu plus loin à la réunion suivante et que sans arriver voilà, au stade ultime qui serait la gouvernance partagée. Et je pense que l'exemple des associations fondées par des personnes réfugiées sont un bon exemple de lieu où le pouvoir est tenu par des personnes qui ont l'expérience de l'exil. Et dans certaines associations que j'ai pu rencontrer, c'est quelque chose qui est revendiqué. C'est-à-dire que les conseils d'administration, par exemple de l'Union des étudiants exilés, est composé uniquement de personnes exilées. Et pas de personnes qui n'ont pas cette expérience de vie, pour créer finalement un groupe de pairs qui vient contrer tous ces lieux de pouvoir où les personnes exilées n'ont pas encore leur place. Alors, cette association qui est en train de mûrir, elle réfléchit finalement à ce que les différents savoirs se complètent et qu'un savoir théorique ou un savoir professionnel peut venir compléter ce savoir d'usage. Mais je trouve intéressant de se dire que ces lieux de pouvoir qui, pour l'instant, ne font très peu de place aux personnes concernées, comment on les accompagne pour qu'ils évoluent. Un des angles qu'on aborde dans l'académie, c'est vraiment cette question de est-ce qu'en tant que personne réfugiée, on peut monter sa propre association. Et donc, parmi nos invités dont Adam parlait, on a chaque fois, à chaque réunion, invité des personnes réfugiées en tant qu'expertes, à la fois des créateurs d'associations, donc qui ont pu témoigner des difficultés qu'ils ont rencontrées, pourquoi ils ont créé une association au lieu de s'engager dans une association classique, existante, pourquoi c'est compliqué de faire équipe dans des équipes de bénévoles où certains ont l'expérience de l'exil, d'autres pas, et voilà, d'essayer en fait de traiter ces sujets ensemble, vraiment de se parler du partage du pouvoir et des difficultés que ça amène. Dans la question sur est-ce que l'académie va jusqu'à pousser vers des collectifs de personnes concernées, on ne l'a pas écrit, mais c'est bien ça l'idée. Si on crée un groupe de pairs et qu'on favorise la co-construction, mais aussi la construction concertée au sein du groupe, c'est pour créer une sorte de confiance entre ces 12 personnes. Et on ne peut pas préjuger qu'ils vont bien s'entendre et qu'ils vont avoir envie d'agir ensemble ensuite, mais on va soutenir ça aussi. C'est-à-dire, on développe notre capacité à réfléchir, à comprendre ces instances. Ensuite, chacune s'intègre, donc s'infiltre, on pourrait dire, dans ces lieux de pouvoir, mais continue à avoir des liens. C'est un des angles de recherche, de se dire que quand on est seul, nouvel arrivant dans une instance, alors on ne connaît pas les codes, ou en tout cas la structure n'est pas toujours prête à adapter ces codes pour un nouvel arrivant, qu'il soit exilé ou non. Mais le fait d'avoir déjà des liens avec d'autres qui sont dans cette même phase d'intégration de nouvelles instances, ça va créer vraiment une force au sein de ce collectif. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout ça derrière, de développer
pour chacun et chacune leur capacité à être des citoyens, mais aussi de créer un groupe de pairs un peu inédit qui est accompagné par d'autres personnes réfugiées qu'on a associées au projet en amont et qui sont prêtes en fait à échanger, à interagir avec les lauréats. Donc vraiment, au fond, on facilite une rencontre et finalement on facilite comme dans n'importe quel réseau où on facilite des rencontres entre deux associations, et bien là, on facilite entre des personnes qui ont cette même expérience. Et puis ensuite, on espère qu'il se passe plein de choses et que, voilà, que ça se décuple. Alors, Adoum, je vous vois réagir. Je vous en prie. Merci, Sophie. Avec le micro, peut-être. La question qui se pose là est très intéressante puisque c'est une question que dans mes expériences anciennes, puisque bon, je vais travailler dans une association militante, nous avons porté cette question-là. Donc, c'est-à-dire en fait donc la question relative donc aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux migrants, que les migrants s'approprient en fait donc de la question et qu'il y ait une sorte en fait un peu de, comme l'évoquait donc tout à l'heure hein, Sophie, une sorte d'autogestion, hein, c'est-à-dire gérer donc la question par les concernés eux-mêmes. Voilà, donc, mais bon, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Donc, il y a plus ces désirs, en fait, donc, de rester entre l'entre-soi. Voilà. Mais ce que je constate, moi, c'est effectivement une demande, en fait, hein, de vouloir être acteur, en fait, donc, dans la société. C'est ça, en fait. Hein, c'est une constance aujourd'hui. Lorsque, effectivement, les personnes m'expriment le souhait, oui, je souhaite rejoindre donc une association pour pouvoir non seulement être utile, mais aussi que ma voix porte, que je puisse aussi apporter quelque chose. Donc, on ressent qu'effectivement, il y a une dynamique, une nouvelle dynamique qui consiste en fait à dire, voilà, je suis reconnu donc comme sujet à part entière et j'aimerais effectivement, je ne suis pas que migrant, je ne suis pas que demandeur d'asile, mais je souhaite aussi donc être un acteur dans cette société-là. Pour illustrer mes propos, quelques personnes donc voilà participent aujourd'hui donc dans un tiers lieu, hein, donc si je peux le dire comme ça. C'est une cantine associative, pas seulement cantine, mais un bar et cantine associative hein, qui a été créée donc à Nancy, dans laquelle justement aujourd'hui nous avons deux personnes qui non seulement sont des bénévoles, mais aussi sont membres donc, de l'association et qui donnent beaucoup justement donc, à cette association-là et qui ont véritablement transformé aussi les projets donc, de cette association. Donc, moi, je pense qu'en fait, bon, il y a des exemples comme ça, il y en a, hein, nous en avons plein, où effectivement, il y a un désir, en fait, une envie donc, d'être vraiment acteur dans la société. Pas simplement, bon, on est dans une logique un peu du don contre don. Je reçois, mais j'aimerais bien aussi être utile. Je ne suis pas que demandeur d'asile, en fait, démuni des droits de travail, mais j'aimerais bien aussi être utile autrement. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui cette volonté-là. Il n'y a pas une volonté, en fait, un peu de rester entre soi et interagir donc, entre réfugiés, mais en fait, agir et surtout interagir avec la société pour permettre aussi à la société de connaître, en fait, ce que c'est en fait donc être dans cette situation-là, être migrant, mais aussi effectivement donc tordre le cou donc à un certain nombre aussi donc je dirais des préjugés autour en fait donc de non seulement de l'accueil mais aussi autour donc des migrants. Là-dessus effectivement il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites et faussement dites. Donc voilà. Voilà ce que je voulais en fait apporter, tout ça pour dire en fait donc il y a une vraie volonté donc justement donc d'être acteur dans la société d'accueil. Merci beaucoup Adoum. Sophie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que je me rends compte que j'ai relu la question sur des exemples à donner de lieux finalement où la participation est proposée ailleurs que dans les structures associatives qui constituent la fédération, par exemple. Je voudrais juste parler de deux exemples.
le ministère de l'Intérieur organise l'évaluation de la politique d'intégration qu'ils ont mis en place depuis 2 ans. Et donc, il y a un comité stratégique qui a confié à un cabinet de conseil extérieur l'évaluation de cette politique au niveau national. Et dans cette réunion, donc, qui réunit des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, on nous a proposé, enfin en tout cas en tant qu'institut de recherche, et les représentants des associations on leur a proposé d'associer des personnes concernées par la politique en question. Et donc, il y a 4 personnes primo-arrivantes qui sont dans le comité stratégique et qui, du coup, sont associées à l'évaluation. Et alors, nous, on a un peu été interpellés sur cette façon de faire. Est-ce que les personnes venaient témoigner et raconter leur propre expérience d'intégration? Qu'est-ce qu'ils avaient pensé des cours de français, de la signature du contrat d'intégration républicaine? Ou est-ce qu'on faisait plutôt venir des gens qui ressemblent finalement aux lauréats de l'Académie, qui sont experts parce que en lien avec de nombreuses familles ou personnes primo-arrivantes? Et du coup, il y a 2 types de participation, 2 types de profils en fait de participants à ce co-strat. Mais voilà, je voulais donner cet exemple d'un lieu où vraiment là, pour le coup, c'est très très lié à la décision politique. Alors, on n'est pas encore dans l'évaluation de cette participation. Est-ce qu'elle a été effective? Est-ce que les personnes ont pu partager dans ces réunions très formelles a vraiment eu un impact? Mais voilà, mon travail aussi, c'est d'observer finalement ces lieux et de pouvoir ensuite en tirer des leçons et de donner envie à d'autres institutions de se lancer. Voilà, pour donner un exemple concret d'un lieu qui n'est pas une association et qui n'est pas, enfin voilà, qui est très connecté à la décision politique. Et Sophie, je voudrais rester avec vous peut-être avant de distribuer la parole, mais il y a des questions aussi autour de la participation des personnes en situation irrégulière. Et vous y avez fait référence quand vous présentiez aussi l'Académie, parce qu'elle s'adresse, comme vous l'avez souligné, à des personnes qui sont réfugiées. Et on a vu, on a vu une expérience de la participation au sein d'un CADA, donc pour des personnes qui sont en demande d'asile. Est-ce que vous aviez réalisé une étude qui justement était sur la participation des personnes exilées, sur ces sujets, comment penser la participation finalement de toutes les personnes, quel que soit leur statut? Alors c'est une question large et complexe, mais peut-être de nous donner quelques pistes de réflexion. Oui, en tout cas, je pense à 2 exemples de lieux et d'associations que j'ai pu interroger. La CIMAD, j'avais un préjugé très positif sur la CIMAD en me disant qu'une association tellement engagée auprès des personnes étrangères avait certainement beaucoup de lieux où on favorise la participation. C'est pas si simple parce que les équipes de bénévoles n'ont pas nécessairement en tête qu'on peut construire ensemble. Alors après, il y a aussi toute l'expérience des collectifs de sans-papiers qui étaient des lieux de participation, mais qui sont un peu moins actifs qu'il y a une vingtaine d'années. Mais donc, à la CIMAD, par exemple, ils ont monté une campagne de communication à partir de la parole et de la pensée des personnes étrangères, tous statuts confondus. Et ils ont beaucoup appris, en fait, de cette expérience. Ce que le chargé de communication aurait choisi comme slogan ne ressemblait absolument pas à ce qui est sorti finalement sur la façon dont on partage son expérience de vie, mais on protège la vie privée, on assure l'anonymat des personnes qui témoignent, parce qu'il y a aussi vraiment ça, à partir du moment où on participe, où on partage son parcours, on se rend visible. Donc ça, c'était un vrai sujet de comment on assure que cette participation n'a pas d'impact sur la vie des gens. Et l'autre lieu auquel je pense, c'est une association qui est près d'Avignon, qui est un lieu d'accueil de personnes exilées, majoritairement en demande d'asile ou sans papier, et y compris des enfants, des mineurs non accompagnés et des familles avec des jeunes enfants. Et c'est un lieu qui est co-géré. Et un exemple que j'adore, c'est que dans ce lieu-là, ils ont une vraie intention à ce que la participation soit effective. Par exemple, ils font un principe de médiation, et c'est très souvent des personnes hébergées qui deviennent médiateurs ou médiatrices entre 2 bénévoles non exilés. Et du coup, vraiment, c'est un lieu où on se donne les moyens et le temps, et donc les réunions sont adaptées pour que tout le monde puisse participer. Après, voilà, il y a aussi
une des questions qui était posée dans le chat aussi sur le fait que les gens, qu'il y ait beaucoup de turnover. Il y a vraiment cette question des gens qui sont dans une instabilité très forte dans leur parcours personnel. Est-ce qu'ils ont ce temps et la disponibilité de cerveau pour se mettre au service d'autres, pour réfléchir de façon posée? Enfin, je trouve que ça aussi, c'est un vrai sujet sur la précarité, au fond, dans les lieux d'accueil, par exemple, de l'association JRS, le service jésuite pour les réfugiés, qui est très investi aussi sur co-construire avec les personnes en demande d'asile, enfin en tout cas en exil, quel que soit leur statut. Et ben, dans les lieux où c'est des accueils très très temporaires et les gens restent très peu de temps, ben, ils n'arrivent pas en fait à mettre en place des lieux de participation. Donc voilà, à partir de ces exemples, je voulais dire que c'était non seulement complexe politiquement, parce que effectivement, c'est pas simple pour les institutions publiques de se dire qu'elles vont soutenir la participation de personnes qui n'ont pas de droit au séjour. Mais dans les associations militantes, c'est pas simple non plus de trouver les moyens de le faire correctement. Merci beaucoup. Et sur cette même question, je voulais peut-être donner la parole à Kossi. Je sais que c'est aussi un sujet qu'on avait pu aborder quand on discutait autour de la préparation de cet atelier. Voilà, peut-être, enfin voilà, vous n'aurez pas nécessairement de solutions ou d'exemples précis à nous apporter, mais voilà, sur ce sujet un peu des différences de statut. Qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être que vous avez aussi été en lien avec des personnes au sein du CADA ou en dehors qui n'étaient pas ni en demande d'asile ni réfugiés et qui n'avaient pas finalement cette possibilité de participation. Les gens qui sont déboutés ou bien les gens qui sont, comment je vais dire, les non-exilés. Vous voyez que quand les gens sont déboutés, en même temps, ils ont une peur à eux. On les envoie quitter territoire. Et les gens sont obligés de rester dans des trous comme des rats. Même pour sortir, c'est un problème à eux. Et il y a des gens qui deviennent fous, quoi. Et d'autres deviennent des maladies. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, mais je n'ai pas encore mon statut, hein. Mais j'aurais voulu à ce qu'on trouve un moyen pour ces gens-là. Ce sont des humains. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? Mais ce n'est pas souhaitable à son ennemi d'être exilé. Quelqu'un qui a eu un problème, que ce soit politique, économique ou climatique, il a pu, comment je vais dire, traverser la mer au risque de sa vie et venir en un lieu pour être protégé et être sûr. Et d'un jour à l'autre, cette personne se retrouve dans la rue et il est menacé de renvoyer au pays. Vous voyez que c'est vraiment horrible, c'est ce que je dis. Et je demande à l'humanité de penser au moins à ces gens de personnes, parce que eux aussi, ils ont le droit à la vie et le droit de vivre, le droit d'être protégé. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci. Merci beaucoup effectivement pour ces remarques et ça fait écho à ce que vous disiez, Sophie, hein, aussi à la fois sur cette disponibilité mentale et sur les conditions matérielles, hein, vraiment véritablement pour les personnes aussi de pouvoir participer, d'être en mesure de le faire. On avait aussi une question alors assez pratique sur ce sujet voilà, qu'on a abordé en y revenant et sans forcément trop s'y attarder, mais sur le sujet de la barrière de la langue. Et peut-être là que je vais me tourner vers Adoum aussi, vous nous aviez parlé voilà, d'une véritable volonté au sein de la structure et de moyens qui sont vraiment dédiés à la participation. Vous, comment vous avez fait, même si effectivement dans la question qui était posée, on nous parlait de voilà, comment faire si on ne peut pas recourir à l'interprétariat. Vous, d'après ce que vous nous expliquiez, pour le coup, vous avez des moyens à dédier à l'interprétariat, mais peut-être aussi que vous avez d'autres expériences justement au quotidien, que vous ne faites pas toujours appel à des interprètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet de la langue? Sur le sujet de la langue, alors,
on veut effectivement rendre donc la participation, je dirais, effective, on ne peut pas faire en fait donc économie donc de moyens. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une vraie volonté, quitte effectivement donc à faire aussi, je dirais donc des réajustements donc par ailleurs, donc par rapport donc à la dotation donc qui est accordée donc par l'État. On s'efforce aussi donc d'expliquer, la direction s'efforce aussi d'expliquer la nécessité donc de mobiliser donc des interprètes pour favoriser donc l'expression donc de la parole donc de la personne accueillie. Bien entendu, donc aujourd'hui, le budget il n'est pas extensible, mais nous nous efforçons aussi donc au niveau donc de nos pratiques d'essayer de faire de telle sorte pour que justement qu'il y ait quand même toujours de manière continue donc une ligne quand même budgétaire fléchée donc par rapport donc à l'interprétariat dédié à l'expression donc des personnes accueillies. Bien entendu, pour des entretiens courts relatifs donc au quotidien, nous arrivons effectivement donc à quelquefois donc à pas recourir systématiquement donc à l'interprétariat, mais aussi à faire en fait un peu donc aussi avec les moyens que nous avons au niveau de l'équipe, puisqu'au niveau de l'équipe donc plusieurs d'entre nous parlent au moins donc une langue étrangère. Hein, c'est aussi effectivement donc une ressource importante. C'est une chance aussi donc pour l'équipe que les membres donc de l'équipe ne parlent pas simplement donc la langue, mais sont aussi à même justement donc à décoder et à comprendre aussi la culture en fait donc de l'autre. Voilà, c'est une chance pour nous et nous essayons effectivement donc voilà en étant donc dans la démarche donc de solidarité, d'entraide entre nous pour pouvoir remplir en fait notre mission par rapport à cette question de la participation. Ton micro, Maëlle, oui. Pardon. On a une question encore assez concrète, Adoum, sur comment vous faites, et compte tenu du fait que vous êtes organisé en diffus. On a un exemple voilà, d'une personne qui travaille dans un CADA en diffus sur le département de la Saône-et-Loire sur 6 villes. Et elle se demandait aussi comment vous organisez concrètement. Est-ce que ça se déroule sur une antenne en particulier, sur chaque ville? Voilà, comment est-ce que vous organisez tout ça? Alors, donc, là-dessus, donc, le lieu, je dirais, donc, focal pour les personnes, donc, le lieu de référence, c'est en fait donc, nos locaux, en fait, bon, les locaux où sont implantés, en fait, donc, les bureaux, où effectivement, donc, nous avons quand même une très grande salle, depuis laquelle nous vous parlons d'ailleurs, et puis, donc, une deuxième salle aussi qui nous sert aussi un peu de salle relais, qui nous permet justement de réunir les personnes. Mais partout donc, où sont implantés donc, nos sites d'hébergement, nous avons aussi donc, de relais, hein, des associations, comme je le disais tout à l'heure. Nous travaillons aussi avec ces relais, ces tissus associatifs. Bien entendu, on ne peut pas, justement pour continuer donc, à faire aussi la mission qui est la nôtre, il est nécessaire aussi donc d'impliquer les acteurs donc, associatifs locaux. Et donc, quelquefois, ces associations-là nous dédient donc de lieux, de salles, pour nous permettre aussi donc de nous réunir. Je pense que le fait d'être en diffus ne peut pas être en fait donc, je dirais une contrainte supplémentaire. Je pense qu'il va falloir justement donc essayer de développer et de mener en fait la réflexion donc au niveau donc d'un travail en réseau, comme effectivement donc le fait très bien aussi la fédération, hein, la FAS, dont nous sommes aussi donc un acteur, et donc c'est cette approche-là donc des travails en réseau que nous essayons donc de déployer partout où nous sommes présents. Merci beaucoup. Adam, j'ai envie de revenir vers vous avec un peu la question aussi justement de la langue, parce que vous parlez très bien français, mais Sophie nous a expliqué que vous étiez aussi beaucoup en lien avec d'autres personnes, réfugiées, exilées, qui sont peut-être pas aussi à l'aise que vous dans la langue.
quelle expérience vous avez justement peut-être dans vos discussions aussi avec ces personnes par rapport à leurs possibilités à elles de participation. Et je voulais aussi vous interroger sur la dernière question qui a été posée sur le sujet de peut-être qu'est-ce qui bloque en fait dans les associations. Et peut-être que vous avez eu cette expérience aussi, ou voilà, ou non, mais en tout cas, vous pourrez peut-être nous partager votre sentiment sur finalement, au-delà de la barrière de la langue, peut-être aussi les préjugés et les choses qui pourraient empêcher une réelle participation, de donner réellement sa place à la parole des personnes qui ont connu un parcours de migration. Est-ce que sur ces 2 points, vous avez des retours à nous faire? Oui, alors par rapport à la barrière de langue, pour nous, au sein de l'académie, plutôt les participants ou plutôt les lauréats, ils ont déjà un niveau en français. Donc, pour nous, dans l'académie, je ne pense pas qu'il y a une question de la langue. Mais au-delà de ça, quand même, il y a les personnes qui sont dans l'académie, ce sont des personnes qui sont vraiment engagées sur les terrains, qui participent avec beaucoup des associations, ou même des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience dans leur pays. Et ici en France, comme l'avait dit Sophie, les membres de l'académie, ils ont déjà des contacts avec plein de gens, avec leur communauté. Et nous, pour nos échanges avec nos communautés, je pense qu'il n'y a pas du tout en question de la barrière de la langue. Et vu que ça se passe dans notre langue, les gens s'expriment très bien et il n'y a aucun problème. Par contre, comme obstacle dans les associations pour la participation des personnes, je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Les gens, quand ils arrivent en France, quand ils sont des nouveaux arrivants, ils n'ont pas du tout assez d'informations. Moi, c'est ce qui a été le cas pour moi. Quand je suis arrivé, j'étais dans un nouveau endroit et je connais rien du tout et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Alors même que je n'ai même pas pensé à la participation dans des ateliers d'expression ou à la prise de parole. Et voilà, je pense que c'est justement ça le problème. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup des personnes réfugiées qui aimeraient exprimer leurs avis et qui aimeraient parler et indiquer quels sont les besoins des personnes réfugiées et des personnes exilées en France. Merci beaucoup, Adam. Et je pense que ce que vous dites souligne bien le fait, justement, en faisant écho aussi à ce que nous expliquait Adoum sur la manière dont il s'organisait dans le CADA, le fait d'aller vers et d'informer les personnes et de leur expliquer aussi déjà ce qui existe en termes de dispositifs de participation et de réfléchir aussi avec les personnes à ce qu'on peut créer peut-être en plus pour à la fois peut-être créer plus d'espaces de participation et se donner les moyens matériels, mais aussi voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour favoriser cette participation. Peut-être une dernière question avant qu'on finisse, parce qu'on approche malheureusement la fin de cet atelier qui est très intéressant. Plutôt pour Adoum, du coup, une dernière question sur un peu le type de sujet que vous pouvez aborder, notamment voilà, la personne qui pose la question relève le fait que les personnes ne vivent pas ensemble, donc pas dans un collectif de vie, qui est, c'est vrai, d'une certaine manière faciliter les sujets à aborder. On se dit, voilà, on partage une vie en commun avec des règles de vie communes et ça fait déjà beaucoup de sujets à aborder. Mais du coup, voilà, pour des personnes qui ne partagent pas cette expérience de vie en commun, quels sont un peu les sujets que vous abordez dans ces réunions ?
Alors, les sujets que nous avons pu aborder donc, là, lors de nos dernières réunions en présentiel, donc, je crois que aussi l'avait rappelé tout à l'heure, lors de cette, de cette réunion-là, les sujets ont été proposés donc, par les résidents eux-mêmes. Il y avait 3 sujets qui les tenaient à cœur. Le premier sujet, c'était donc le Covid. Comment vivre en fait avec le Covid, en gros. Le deuxième sujet donc, était relatif en fait, donc, au cours de français. Je rappelle qu'au niveau du CADA, donc, nous proposons aussi donc, des cours de français donc, à nos publics. Cours de français dispensés donc, par des bénévoles volontaires. Là, donc, la question était donc, de l'amélioration donc, des cours de français, en fait, la professionnalisation, donc, entre guillemets, donc, des cours de français, puisque les cours de français sont donnés dans un cadre bénévole et par des personnes qui, quelquefois, ne sont pas formées. Donc, le souhait donc, des résidents était qu'il faudrait que la structure donc, forme donc, des bénévoles, leur donne donc, des moyens nécessaires donc, voilà, à l'accomplissement donc, de leur mission. Voilà. Et puis, le troisième sujet qui avait été proposé, c'était relatif en fait donc, au droit au travail pour les demandeurs d'asile. La législation prévoit que lorsque donc, les personnes ont déposé leur demande d'asile et qu'à l'issue donc, de 6 mois, s'il n'y a pas donc, l'inscription de la demande d'asile, l'autorité administrative, donc en l'occurrence la préfecture, peut accorder donc, un droit au travail. Ce qui est une pratique qui est complètement différente en fait. Il y a une disparité des pratiques donc d'une préfecture à l'autre. Donc là, mais bon, les personnes sont quand même informées donc, de ces dispositions-là, connaissent en fait qu'il existe ces dispositions-là, mais qui, hélas, donc, ne sont pas appliquées donc, par la préfecture pour différentes raisons. Donc voilà, il y avait un besoin en fait donc, d'information sur ce sujet-là, mais malheureusement, donc, nous n'avons pas pu donc, avoir une personne ressource. Donc, nous avions souhaité qu'une personne donc, de la direction de l'emploi, puisse venir en fait donc, nous éclairer sur cette question-là. Mais hélas, donc, avec le Covid, nous n'avons pas pu mobiliser donc, une personne ressource, même si au niveau donc, du CADA, nous avons aussi donc, une référente en, fait, donc, en matière de veille juridique qui a bien voulu donc, y répondre, mais bon, avoir aussi donc, en fait, un autre son de cloche n'était pas inintéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'ensemble de ces interventions. Soraya, je te redonne le micro peut-être pour conclure. Et merci beaucoup à vous. C'était un échange très riche et très agréable. Oui, merci aux intervenants, merci à l'ensemble des participants. On est loin d'avoir épuisé notre sujet hein, et on voit que d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui sont restées un peu en suspens aussi dans le chat. Je pense notamment, j'ai vu passer des questions sur les outils que pouvait proposer donc, Sylvie Billon dans le cadre de son étude. Peut-être qu'on pourra partager l'étude et que du coup, oui, ça pourrait peut-être être bien pour certains participants. Voilà, c'est vraiment un temps qui nous a permis de rendre compte un petit peu de différences d'expérience à la participation, du point de vue des personnes directement concernées et puis des acteurs qui accompagnent cette participation. Ça nous a aussi donné à voir des choses, des cadres d'intervention et de participation qu'on ne connaît pas au sein du réseau. Ça, c'est très important. Et de voir aussi qu'il existe des espaces un petit peu informels ailleurs et qui peuvent aussi faire participer des personnes qui seraient sans statut, en tout cas, pour pouvoir réellement participer dans le cadre d'instances plus institutionnelles. Donc, tout ça est parfaitement riche et je vous remercie à tous et une bonne continuation sur ce printemps de la participation en espérant que vous participerez à un maximum d'ateliers qui sont proposés. Voilà. Merci, au revoir. Merci.